à Émile? Quand Rousseau commence sa rédaction de l'Émile, au premier livre, c'est un nourrisson. Et puis... un nourrisson au pied d'un arbre? Non, mais moi, c'est moi qui vous ai imaginé cette histoire-là. Parce que c'est l'histoire que Rousseau raconte dans son deuxième discours sur le fondement et l'inégalité parmi les hommes. Mais Rousseau parle toujours de l'homme naturel. Puis moi, j'ai pensé que ce serait plus agréable pour vous de... selon votre évaluation, quel âge a Émile dans l'œuvre finie? Rousseau l'accompagne jusqu'à l'âge adulte. Dans le 5e livre, là, Émile est un homme, et puis c'est... il doit être un homme très, très démuni pour la société. Pardon? Il doit être un homme pour la société considéré comme démuni. Non, pas du tout. Selon Rousseau. Ok, alors autre question. En quoi est-ce que Jean-Jacques Rousseau est différent des hippies des années 60? Ah là, par exemple, je pourrais pas vous dire, je connais pas assez... Parce qu'il me semble que ces idées ont été largement éprouvées au milieu du XXe siècle et vidées. Et s'il n'était pas très respecté au XVIIIe, le XIXe l'a accepté progressivement. Au début du XXe siècle, ses idées étaient toujours un peu courantes, mais maintenant c'est fini de nouveau. Hein. C'est parce que Sigmund Freud, et puis l'économie, il y a beaucoup de choses qui font que pauvre Jean-Jacques Rousseau, pour qui une forêt était une chasse gardée chez quelques aristocrates, ou qu'ils aient un habitat détruit de toute façon, toutes les autres espèces en étaient évacuées, il trouvait ça merveilleux, confortable. Quand j'étais étudiante à l'Université de Toronto, dans une maîtrise en français, j'étais censée lire Émile. Je ne l'ai jamais lu et je vois que c'est une bonne chose de ne pas l'avoir lu. Aujourd'hui, on voit par exemple dans les réformes qui ont cours à l'école, la notion, les enfants apprennent beaucoup par le jeu. Oui, et les employeurs se plaignent qu'ils ne savent pas lire ni écrire. On est à la fin de ce mouvement-là. Mais ça, c'est des principes qui sont défendus là, dans les mines. Les pédagogues rétrogrades sont toujours dans les pédagogues rétrogrades sont toujours dans ces idées-là qui étaient extrêmement gentilles. Mais je pense que l'homme n'est pas comme ça. Si Jean-Jacques Rousseau a promulgué l'amour de soi, c'est Jean-Paul Sartre qui dans le siècle plus tard, qui a développé la détestation de l'autre et a un peu fini ce mouvement-là. Je vous lance des idées là, essayez de... Parce que Rousseau, c'est pitoyable. C'est pitoyable. Mais... Clément veut parler. Ne me répondez pas. On va laisser parler Clément. Moi, je trouve pas ça pitoyable. Je trouve qu'il y a des intuitions extraordinaires là-dedans sur l'empathie qu'on observe d'un point de vue scientifique. Je viens de dire quelque chose récemment là, sur l'empathie chez les nourrissons, les nouveau-nés, qui se développent, qui prennent des formes de s'identifier aux autres et ensuite de vouloir faire du bien aux autres, comme s'il y avait un sens moral inné. Par contre, à propos du sens moral, de sensibilité au mal que les autres subissent, c'est pas tout à fait la même chose, mais j'en suis venu à la conclusion qu'il y a des gens qui ne peuvent pas compatir à la douleur des autres. Ils en sont incapables. Malgré l'empathie naturelle qu'on a chez les bébés, c'est sûrement l'influence de la société ou leur propre malheur, leur propre souffrance, mais ils sont incapables de la moindre pitié envers les enfants, les faibles, les innocents, n'importe quoi. Et des gens comme ça, il y en a des millions. Bien, Serge Tisseron, il sera d'accord pour dire, oui, le cas des psychopathes, mettons, qui sont incapables de faire preuve d'amour, de compassion envers les autres. Puis, il fait une constatation intéressante, il dit, il y a des métiers où on n'a pas le choix, on ne peut pas compatir à la douleur des autres parce que, par exemple, le médecin qui soigne son patient serait incapable de le soigner si
il compatirait à sa douleur. Il doit placer comme un mur entre lui puis le patient pour pouvoir le soigner plus efficacement. C'est un exemple qu'il peut donner. Et c'est sûr qu'il y a des métiers aussi, aujourd'hui, il n'y en a pas ici, là, mais il dit qu'il y a des gens qui torturent les autres. Les bourreaux sont incapables aussi de faire preuve de compassion, ne pourraient pas torturer les autres si ils laisseraient parler leur empathie envers autrui. Moi, le sujet qui m'intéressait, puis qui m'intéresse pour ma thèse, c'est surtout d'apporter une autre alternative à la tolérance. Je trouve que dans les écoles, c'est beaucoup ce qui est enseigné. On apprend aux enfants, la tolérance, c'est quelque chose qui nous pousse qui est intellectualisé. C'est de dire, ben, il y a ma vérité, il y a la vérité de l'autre, puis ben, c'est comme ça, il faut l'accepter. Tandis que ce que je trouve intéressant, c'est dans l'empathie, c'est chercher vraiment ce qu'il y a de commun avec les autres. Et puis, je trouve que c'est peut-être une façon de résoudre plus de conflits ou plus efficacement enlever des frustrations inutiles peut-être aussi. Oui. Attendez, oui, après. L'empathie, vous dites, c'est chercher ce qu'on a de commun avec les autres. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est plutôt voir ce qu'on a de commun avec les autres. Regarde, la lumière verte. Ah, c'est ça. Pour moi, il me semble que l'empathie, c'est plutôt voir ce qu'on a de commun, pas le chercher. Si on le cherche, c'est déjà égoïste. Elle voulait dire développer l'empathie en découvrant chez les autres des choses communes avec nous, c'est ça? Oui, c'est ça. Ça veut dire développer l'empathie. Développer ou est-ce qu'autre chose. J'avais une question à Rousseau. Bon, d'après son discours, comment est-ce qu'il explique le mal dans la société? Bien, pour Rousseau, le mal, c'est la perversion de l'amour de soi. C'est l'amour propre. C'est ce qui nous a poussés on a comme tué ce qu'il y avait dans notre cœur. On n'a pas écouté notre cœur, puis on n'a écouté que la raison. Puis à ce moment-là, on a laissé se développer nos passions, nos vices, puis on a vu les autres d'une façon seulement instrumentale. Je me sers d'autrui pour avoir plus. Je me sers du labeur d'autrui pour avoir plus. Puis pour lui, le mal, c'est vraiment dans la société. C'est parce qu'on a juste écouté les voix de la raison, puis on a oublié les voix du cœur. Comment est-ce que ça s'est produit? C'est là la question. Si nous sommes prédisposés au bien, comment se fait-il que nous fassions le mal continuellement? C'est là la question. Il manque comme quelque chose. Là, Ben, je pense que c'est ce qu'il a voulu essayer de trouver quand il a écrit Les Milles. C'est d'essayer de faire un retour aux sources. Il a éduqué Émile à l'extérieur de la société parce que pour lui, s'il l'avait étudié et s'il l'avait éduqué parmi les hommes, il aurait déjà été exposé aux vices. Donc là, il l'a éloigné des vices, il l'a éloigné de tout ce qui pouvait lui nuire. Puis quand Émile a été prêt, c'est là qu'il a dit, bon, ben là, tu peux aller parmi les hommes. C'était comme une anticipation sur le bébé éprouvette, en fin de compte. Il y a un petit problème avec ça, c'est que nous sommes, ça revient à dire ni plus ni moins que ce qui est mal, c'est la relation. Oui, c'est la relation. Nous sommes des êtres de relation. Comment peut-on parler d'amour ou d'empathie en l'absence de relation? Impossible. Mais la relation, Émile en avait avec son maître, avec son précepteur qui était Rousseau. Puis quand il a été prêt à avoir des relations avec les autres, c'est tranquillement qu'il apprend
le contact avec les autres pour que il développe pas ses mauvais penchants. La sexualité. Oui. La sexualité sera un mauvais penchant à développer doucement. Ben, je pense pas la sexualité, mais vraiment, comme quand Émile devient adolescent, là, Rousseau le met en contact avec des ouvriers, des paysans, il travaille de ses mains, il apprend. Parce qu'il sort d'un système féodal. Et quand Rousseau parle de donner son travail à quelqu'un d'autre, il pense en fait essentiellement probablement au féodalisme, à la nécessité de travailler pour quelqu'un d'autre qui s'enrichit, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Oui. Mais en éducation, ce que nous avons hérité de Rousseau en éducation, oui, c'est l'empathie, la douceur, la tolérance de l'autre, le respect des valeurs de l'autre. Et c'est un ensemble d'idées qui favorisent les filles et qui font fuir les garçons, qui quittent l'école, ils sont censés à comprendre les autres, respecter, et ils le disent, oh oui, mademoiselle, on respecte les autres, blablabla, mais ils ont vraiment envie d'aller braquer un dépanneur pour se valoriser. Parce que les garçons ne peuvent pas endurer cela. Et quand j'enseignais à l'université, à une classe de première année comme exercice de l'anglais, je donnais comme sujet d'écrire une page peut-être, la personne que je voudrais épouser. Et les filles ont dit, oh, je voudrais épouser quelqu'un qui partage mes valeurs, on a des projets en commun, on se respecterait l'un l'autre. Et les garçons ont dit, je veux épouser une fille qui a de gros seins, des jambes longues, et qui me donnerait 3 enfants. Et c'était pas plus compliqué que ça. Ils n'étaient pas au même stade de développement, ils n'avaient pas les mêmes valeurs, pas les mêmes objectifs, et ils étaient honnêtes. Et je pense que pour M. Rousseau, on n'a pas ça. Oui, bien sûr. On dirait que Rousseau considère que la cupidité, l'égoïsme, la jalousie, tout ça, c'est un peu dû à la société. Puis il valorise Émile, qui est tout seul, qui est libre, qui est donc naturel, qui peut agir naturellement. Puis est-ce que je me trompe lorsque je dis ça? Non, pas du tout. OK. Puis c'est paradoxal parce que c'est un peu comme si ça signifiait que Rousseau considère que l'homme n'est pas un être grégaire. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui va vivre en troupeau, en société. Alors que c'est l'inverse. Partout, l'homme vit en société. Chez les Autochtones, ce sont des tribus. Il y a à peu près personne qui s'en est sorti, un peu comme vous l'avez dit lors de votre conférence. Il y a très peu d'hommes qui sont capables de survivre seuls. Oui, bien ça, Rousseau, il en est tout à fait conscient là, dans le deuxième discours. Il le mentionne. L'homme est obligé de s'associer avec ses semblables pour survivre. Mais c'est que il n'a pas continué à écouter son cœur. Quand il s'est assemblé avec ses semblables, ben là est venue la notion de propriété. Et puis c'est là que le trouble a commencé. Les gens en ont voulu plus. Puis là c'était bon, ben ça c'est à moi, ça c'est à toi. Puis c'est vraiment là que le trouble a commencé. Puis c'est ce qu'il essaie de régler à travers les mises, c'est ce qu'il essaie de régler aussi à travers le contrat social. Il essaie de trouver la solution pour que les hommes soient heureux. Parce que pour lui, les hommes ne sont pas heureux, là. Il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui possèdent rien, il y a des gens qui profitent des autres. Pour lui, c'est un spectacle, c'est une souffrance continuelle là, de voir ça. Mais il est vraiment conscient qu'on ne peut pas, comme lui reprochait Voltaire, là, on ne peut pas faire un retour en arrière. Ce qu'il veut, c'est pas dire trouvons un homme qui ne vivra pas parmi les hommes. Il veut juste trouver une solution au mal.
à la souffrance, à l'injustice. Tu veux parler? Oui. Justement, Je vous... est-ce qu'il y a Madame, justement la justice, l'établissement de la justice, l'établissement des lois, de l'équité? Ah oui, pour lui, c'était super important. Pour lui, dans le fond, l'homme vertueux, ça va être un mélange de l'homme qui va avoir développé ses facultés affectives, mais qui va aussi avoir développé sa raison. Parce que pour lui, c'est la raison qui contrôle aussi les passions. C'est la raison qui fait que je suis pas mue non plus par un désir de posséder plus, par un désir d'utiliser l'autre. C'est vraiment conjointement là, que la raison et les facultés du cœur doivent être développées. Parce que l'homme de la nature, là, Émile comme il est au début, c'est pas une solution à long terme. Il cherche les prémices de base, là. Il cherche par où commencer, mais pour lui, Émile à l'état naturel, c'est pas quelque chose qui doit durer pour toujours, là. Il faut lui apporter une petite éducation de plus, mais il reste, comme je l'ai mentionné, il reste toujours près de Mère Nature pour pas oublier non plus ce qui est fondamentalement en lui. C'est vraiment conjointement que les facultés de l'esprit puis les facultés du cœur doivent être développées. C'est ce qui critiquera aussi aux autres philosophes de son époque. Dire, vous mettez trop l'accent sur les facultés de l'esprit puis pas assez sur le cœur. Par exemple, en éducation, pour Rousseau, John Locke s'est trompé. Pour Locke, l'enfant, c'est un vase vide, un petit homme qu'on doit remplir d'idées. Puis, quand Locke fait ça, pour lui, il ne respecte pas la nature de l'enfant. C'est vraiment quelque chose d'important pour lui. Bon, ça. Madame Aglaé? Oui. Oui. Alors, quand Émile, le livre a paru, il était lu par la noblesse en Irlande, aussi bien qu'en Angleterre. Et il y a eu un noble en Irlande, Sir Richard Lovell Edgeworth, qui a fait, je n'aime pas ça, qui a fait l'expérience, un expériment, d'élever un de ses 22 enfants, un garçon, Little Henry, on l'appelait, exactement d'après Émile. Et il était entouré de ses frères et sœurs qui étaient très, très bien élevés. Sa sœur qui l'a dirigé, surtout, qui a joué le rôle, disons, de Rousseau dans sa vie à lui. Et son père, ils avaient déjà publié un livre sur l'éducation, publié juste avant la Révolution, la Grande Révolution française. Et puis, ce petit a grandi et il n'a pas dû obéir. Il pouvait suivre les autres ou pas selon ses impulsions, mais il est arrivé à 17 ans, 18 ans, il était unmanageable, comme on disait. On ne pouvait plus l'orienter en société, en la petite société irlandaise où il vivait, County Longford, au centre de l'Irlande. Et on l'a envoyé par ici, donc sur le continent américain, comme on renvoyait les gens qu'on ne pouvait pas placer en société, on les envoyait en exil, disons, en exil, de faire leur vie quelque part, Amérique, Canada, à l'aventure. Et on ne sait pas, moi
je n'ai pas trouvé si on a pu suivre sa vie après qu'il a été envoyé en exil. Alors, ça c'est intéressant, c'était un temps où on essayait de faire des expériences avec les jeunes, n'est-ce pas, en éducation. C'est bien, je n'étais pas au courant du tout de ce Je fait-là. peux vous montrer les passages dans les livres. J'ai étudié la famille Edgeworth et surtout l'aînée, Maria Edgeworth, est devenue une très grande écrivaine de romans. Oh, mais ça m'intéresse beaucoup. Rousseau versus Kant. Je connais une théologienne protestante qui parle ni de Rousseau ni de Kant, mais qui propose une solution qui ne va ni du côté de Rousseau ni du côté de Kant. Cette Lita Bassett, qu'elle s'appelle, peu importe, elle prétend que la raison est capable de projeter le bien des autres. C'est pas l'absence du cœur qui compte dans son propos, c'est plutôt le fait que la raison doit laisser un espace entre ce qu'elle projette et le résultat. Si la raison dit, comme on peut imaginer Kant, dit que c'est ceci qui doit être fait, ceci et seulement ceci, la raison est incapable de projeter le bien des autres. Elle écrase, elle piétine l'autre. Mais, j'essaie de donner des exemples. L'exemple des Médecins sans frontières. Ça, c'est vraiment des projets rationnels. Ces gens-là s'en vont travailler sans aucun... En tout cas, on imagine assez facilement que c'est des gens qui sont tournés vers l'autre plus que vers eux-mêmes. Et ça doit être aussi des gens qui décident pas que c'est ainsi que les choses vont se réaliser. Des gens qui aident à, selon leur raison, tentent d'aider, mais laissent un espace entre leur projet et le résultat. Il me semble que la raison devrait être capable de ça, de ne pas vouloir. Le livre de Lita Bassett, ça s'appelle « Aimer sans dévorer ». Aimer sans dévorer, ça veut dire? Sans dévorer. La raison est capable d'aimer. Elle est capable d'aimer, c'est-à-dire, elle est capable, elle peut accepter les mouvements du cœur, mais il ne faut pas qu'elle veuille dominer le cœur et dominer les autres par ses projets. Bon, c'est à peu près ce que je viens de dire. C'est parfait. Il n'y a pas d'autre chose. C'est bien intéressant. Moi aussi, ça va un peu dans le... Après... Ah oui, ok. Le dialectique raison-cœur. Et la question qui a été posée tout à l'heure, ça concerne la question qui a été posée tout à l'heure. Si le cœur est naturellement bon, on est comme ça, c'est inné, pourquoi est-ce que la perversion arrive? Là, Rousseau dit, ben, les hommes assemblés en ont fini par sont arrivés à la propriété, pourquoi? Ah. Ensuite, bon, mais pourquoi ça a mal tourné? Et il y a une réponse de Luc, c'est que la raison a essayé de trop maîtriser son projet ou de trop maîtriser les autres. Ça pourrait aller dans le sens de Rousseau, sauf qu'on utiliserait un langage de maîtrise plutôt que d'égoïsme et tout ça, ça se pourrait.
Cependant, je me pose la question, le cœur est inné, ou la bonté est innée, mais la raison aussi est innée. Et elle est portée à raisonner. La raison est portée à être impartiale, à être logique, à être... ça ne se peut pas qu'en soi, elle pousse au mal. Et la raison, au sens scientifique, au sens logique, c'est ce qui nous permet de discerner, de distinguer, de mesurer, ratio à la tête. C'est-à-dire le rapport, la mesure. Logos, ça veut dire la même chose que rapport, mesure. Mais pourquoi ça a mal tourné? Dans la tradition chrétienne, à partir de Saint-Augustin, c'est le péché originel. C'est les conséquences héréditaires d'une faute première. Chez les Juifs, ça n'existe pas ça. Il n'y a pas de péché originel, c'est des chrétiens. Et ça commence avec Saint-Augustin. Chez les musulmans, il n'y a pas de péché originel. L'homme a certaines tendances au mal, mais il n'est pas taché, pollué par ce que les autres ont fait avant et par autre chose. Là, on a une explication, c'est un démon qui est intervenu. Mais dans le cas de Rousseau, il n'y en a pas. La raison est aussi naturelle, logiquement parlant, que le cœur et le fait de se réunir serait la matrice de l'égoïsme et ça. Et pourtant, le fait de se réunir, on sait bien, on élève des enfants, bien, il y a de l'égoïsme, de l'agressivité, puis ensuite du partage. Puis à un moment donné, ils comprennent, il ne fallait pas à l'autre, si tu ne veux pas que l'autre le fasse, puis quand ils sont petits, à un moment donné, puis il y en a qui ont des natures plus généreuses, ils vont donner facilement. Ou bien ils ne se vengeront pas s'ils sont maltraités, ça dépend des caractères. Et ça, ça nous aide à être bons, à être avec les autres. Je ne trouve pas d'explication pourquoi ça a pu mal tourner, juste à cause du fait qu'on est en contact avec d'autres. Mais moi, je vous dirais premièrement là, que pour Rousseau, la raison, c'est pas une faculté innée. C'est vraiment une faculté sociale. C'est une faculté qui a été développée au contact avec les autres. Ce que j'aurais envie de vous dire, peut-être, vous donner comme exemple, je trouve que, je ne sais pas si vous connaissez Mary Gordon, c'est une Canadienne qui a établi une ancienne enseignante de maternelle, elle venait de Terre-Neuve, puis elle a fait un programme qui s'appelle Racines de l'empathie. Ah, que vous avez parlé tantôt. Oui, puis dans son livre, elle donne comme exemple, je pense que c'est ce qui s'approche le plus de l'homme naturel, c'est les enfants. Elle va dire les enfants, le bébé, elle emmène des bébés dans une classe pour montrer aux enfants qu'est-ce que c'est la bonté innée ou l'amour inné inconditionnel. Elle va dire, ben les enfants, tout naturellement, ils vont aimer tout le monde. Le bébé dans la classe, il n'y a pas de préjugés, il aime tout le monde, il aime sa mère, il aime les... Peu importe ce qu'ils ont l'air, peu importe. Puis elle va expliquer, je trouve que ça a un petit penchant rousseauiste, ça veut dire, ben, c'est la société qui a inculqué aux enfants par la suite des préjugés. Dire, ben, si t'es comme ça, tu mérites pas d'être aimé. Si t'es comme ça, mais le bébé, naturellement, il ne possède pas ces préjugés-là. Il n'a pas la culture que va lui apporter au fil des années sa famille, puis les valeurs ou les préjugés qui vont être transmis de génération en génération. Je pense que le mal, c'est là qui commence. Avec la culture, avec la culture, disons, avec la culture de la société, ce que le contact des autres nous apporte. Parce que quand on est avec autrui, peut-être qu'on regarde l'autre et on dit, ben lui, il n'est pas comme moi, puis lui, il est moins beau, il est moins fin, il est moins intelligent.
pense que c'est comme ça qu'on pourrait peut-être donner naissance au mâle. Le bébé, le tout petit bébé est toujours attachant. C'est une façon pour lui de survivre. N'importe quel petit animal est adorable. Mais lui-même, vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, commence à dire non! Et ça aussi, c'est tout aussi naturel. Les émotions ne sont pas seulement l'amour, mais aussi l'agression. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire à Glaya Wojciechowski, je voudrais la reprocher de ne pas avoir pris le micro, parce que ce qu'elle avait à contribuer était intéressant et valable. Cette histoire de la famille Edgeworth, attends, Glaya. Cette histoire de la famille Edgeworth est vraiment très intéressante, parce que un des frères de Maria Edgeworth, paraît-il, a été élevé selon les principes de Rousseau, rigoureusement. Et en arrivant vers l'âge adulte, il était plus présentable en société. Et la famille, qui ont peut-être mieux compris qu'on ne pense, parce que l'idée qu'avait Rousseau de la nature est une idée européenne, les parcs, les chasses gardées, les beaux forêts où on pouvait se promener. Dans une forêt canadienne ou québécoise, qui n'a jamais été ébroussaillée, on ne se promène pas. Et puis la famille Edgeworth, ayant vu qu'il est impossible, l'ont envoyé en Amérique comme s'ils avaient compris que la nature avait dépassé ce que Rousseau comprenait, et leur fils aussi avait dépassé ce que la nature pouvait lui donner comme défi. Et selon Aglaya, on ne sait pas quelle a été sa vie par la suite. Mais il est évident que l'Amérique, le Canada, l'Australie ont souvent reçu ce qu'on appelle un remittance man, un homme qui reçoit une allocation chaque 6 mois ou chaque mois pour rester là. Il faut ne pour retourner dans la civilisation européenne. Souvent, c'était le deuxième fils qui imprégnait les bonnes, ou qui buvait, ou qui cultivait des dettes. Mais le terme remittance man, celui qui vit des allocations arrivées par la poste, c'est célèbre dans la littérature canadienne et australienne. Ce sont des gars qui souvent devenaient des cowboys. Et c'était des cowboys qui avaient fait du latin, etc., etc. Mais ils étaient trop sauvages pour l'Europe. Et ils étaient peut-être ceux qui avaient dépassé les principes de Jean-Jacques Rousseau, mais en suivant quand même la nature. Voilà. Je salue. OK. Moi, je voulais revenir sur le problème de l'apparition du mal. Le mal, il n'apparaît pas. Il est là au départ. La possibilité des deux est là au départ. Alors, je pense que Rousseau est dans l'erreur en présupposant qu'il y a juste la possibilité du bien. Pour moi, les deux sont possibles au départ. Parce que là, on est en éprouvette, comme je disais tout à l'heure, parce que la relation n'est pas seulement entre les hommes dans la société primitive, elle est aussi avec la nature, avec les bêtes sauvages, avec les intempéries, avec le froid. C'est beaucoup plus complexe que ce que Rousseau présente. Et je pense que si moi, je suis d'accord pour dire que le cœur et la raison sont tous les deux importants. Mais s'il n'y a rien de prédéterminé, les deux possibilités sont là au départ. C'est un débat qui avait cours à cette époque-là. Son plus grand rival, si je pourrais dire, Rousseau, c'est Thomas Hobbes qui dit « L'homme est un loup pour l'homme ». Donc là, le débat, c'est de savoir est-ce que l'homme est naturellement mauvais, puis va chercher à profiter des autres, ou est-ce qu'il est naturellement bon, comme Rousseau le dit. Pour Hobbes, ben, c'est en société que l'homme devient meilleur parce que ensemble, ils vont élire un pouvoir, le Léviathan, qui va gouverner les hommes, puis qui va les contraindre à agir comme il faut. Rousseau, lui, défend l'idée contraire, mais c'est encore quelque chose qui n'est pas réglé. Même aujourd'hui, c'est des débats qui sont... Il faut que la possibilité soit là pour que ça devienne une réalité. S'il n'y avait pas eu de possibilité, on serait tout simplement, tout le monde serait bon. Il faut qu'il y ait une possibilité d'aller ailleurs pour que ailleurs se réalise. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec vous. Ce que je dis, là, c'est pas...
Je pense que c'est de faire erreur que de vouloir absolument dire que l'homme est un loup ou l'homme est un mouton. Là, et ni un ni l'autre. Ben, je suis quand même d'accord avec vous. Je pense que c'est vraiment une question de culture. C'est comment on a cultivé ce qui était au fondement même de notre humanité. Est-ce que, on pourrait dire qu'il y a des bons jardiniers, puis il y a des mauvais jardiniers. Il y a des bonnes natures et des mauvaises natures. Regardons Hitler, Staline, si vous voulez, Napoléon, qui n'ont aucune compassion, aucune compréhension de l'âme d'un autre. N'est-ce pas? Ils ont tué des millions de gens. Et c'est venu d'eux. Ils n'ont pas suivi quelqu'un au-dessus d'eux. C'est venu d'eux. Peut-être que Rousseau vous dirait que c'était des mauvais jardiniers. Ils ont mal cultivé la bonté qui était en eux. Et puis, c'est ce que ça a donné. Je voulais reprendre la question que Clément avait posée, pas pour trouver une solution, mais donc, proposer une réponse à cette question. Comment ça se fait que ça a tourné mal quand les humains sont réunis ensemble? Qu'est-ce qui fait que ça s'est tourné mal? Je reviens encore à ma théologienne protestante. J'ai lu ce livre-là, je l'ai relu à cause de votre sujet. La théologienne protestante, elle dit qu'il y a confusion entre culpabilité et responsabilité. Voilà une des raisons pourquoi ça tourne mal. On est avec l'autre. L'autre, il est différent. Donc, il est coupable. L'autre est différent pour le changer. Il est responsable. Voilà, la responsabilité, c'est nécessaire pour changer. Et quand quelqu'un est responsable, c'est facile de dire qu'il est coupable parce qu'il n'a pas la même idée que moi. C'est facile de dire qu'il est coupable. Alors on confond, d'après Lita Bassett, on confond très souvent la culpabilité et la responsabilité. La culpabilité, c'est ce qui permet de punir aussi. Oui. Madame Aglé. Non, elle l'a pas fait. Elle l'a fait. C'est vrai. Nancy. Moi, ce que je pense au niveau de la méchanceté, puis ceux qui manquent d'empathie, j'ai lu depuis quelques années au niveau de la psychopathie, il leur manque au niveau de la zone, la zone du niveau de l'amygdale, c'est quelque chose c'est une difformité dans le cerveau. Donc, ils ont cette incapacité-là d'être empathique. Ça peut être une explication biologique. Il y a aussi le fait, moi je pense, l'éducation. Si tu as été dans un milieu où c'était austère et manque d'amour, manque d'affection, manque des besoins essentiels, ça aussi, ça affecte. Malgré qu'il y en a qui vont dire qu'ils ont été, grâce à ça, des gens résilients puis qui ont fait de grandes choses. Ils se sont servis de cette souffrance-là pour la transformer puis faire de quoi de très bien dans la vie. Souvent, on entend des histoires de bien des personnes qui n'ont pas été dans le milieu le plus favorisé, puis qui ont finalement ils ont fait une belle vie, puis ont aidé les autres. Il y a le fait aussi, je pense, il faut s'aimer, l'amour de soi. Ça part de soi en premier. Quand on a tous les outils, toutes les ressources en dedans de nous, même si la méchanceté, puis les horreurs qu'on voit, c'est sûr qu'on va être sensible à ça, ça va nous toucher, mais on va faire du mieux qu'on peut dans la vie pour transformer ça, ces images-là en positif, puis aider les autres justement à ne pas les imiter.
je pense aussi que c'est le phénomène, on regarde aujourd'hui au niveau du terrorisme, puis des jeunes qui entrent dans des gangs et tout ça, la plupart se cherchent des réponses, sont seuls, sont souvent, se sont pas sentis compris, aimés, etc. Donc là, à un certain moment donné, ils cherchent un groupe d'appartenance, puis ces groupes-là répondent à un certain besoin qu'ils ont d'entendre, puis qui finalement, ils vont essayer de, comme exutoire, toutes sortes de gestes, puis de paroles qui vont être très méchantes vis-à-vis des autres, mais à court terme, ça soulage, mais à long terme, ça ne va pas les aider. Au contraire, ils vont toujours augmenter en puissance pour vouloir se soulager. Puis tant qu'ils n'arrêteront pas ce cycle-là, puis qu'ils ne comprendront pas d'où vient leur problématique, bien, ça va continuer. On est des êtres de grégaire, oui, mais aussi on est des êtres qui imitent les autres. Par exemple, si on se retrouve dans une foule, puis il y a quelqu'un qui va être lynché, on ne va pas se mettre à côté pour le défendre parce que la force du groupe est épeurante, donc on va s'allier à la force du groupe pour ne pas être victime. Ça arrive souvent. On parle depuis les 5 dernières années de l'intimidation dans les écoles. Ben, l'intimidation, ce n'est pas un problème de l'intimider ni de l'intimidateur, c'est un problème de communauté. Parce que ça a été prouvé que quand il y a quelqu'un qui est intimidé, c'est parce qu'il y a un public, puis il fait ça, l'intimidateur fait ça devant les autres. Il carbure autour de lui avec des gens qui vont être là comme spectateurs, qui vont rire, qui vont, que ce soit juste rester là à côté de l'intimidateur, ben, t'es aussi coupable. Parce que c'est ça, si on enlève l'enfant qui intimide, puis qu'on l'enlève de ce milieu-là, qu'on ne lui donne plus de public, il n'y a plus de pouvoir. Fait que moi, je vois ça aussi à plus grande échelle dans la société, que quand quelqu'un prend le pouvoir et qui intimide les autres, ben, c'est comme un patron aussi dans certaines entreprises. Les gens vont se rallier à lui pour ne pas avoir à subir la même chose que ceux qui sont les victimes. Fait que c'est encore là, je pense, c'est pas facile de faire face à l'ennemi, de faire face à des gens qui ont du pouvoir malveillant, parce que ils se montrent très très forts, même si en dedans sont très petits, je pense. Fait que il faut en parler, puis il faut développer ça, le côté, ce qui nous rassemble, comme tu disais, Geneviève, au début de ta conférence, d'essayer de trouver les points communs pour s'allier, pour être en force. Parce que c'est avec nos forces qu'on fait ensemble, tout ensemble, qu'on fait de quoi. Tandis que si on garde nos faiblesses, ben là, on ne se concentre pas sur le positif, puis on va vers le négatif. Je suis d'accord avec toi. Il y a une composante essentielle dans l'intimidation dont on ne peut pas parler, c'est la peur. C'est fondé sur la peur. C'est pour cette raison-là que l'intimidateur a besoin de témoins. C'est que lui, son plaisir, c'est de faire peur. C'est là que réside son pouvoir. C'est le pouvoir du terrorisme aussi. Tout à fait. L'acte n'est pas important, c'est les conséquences de l'opinion. Exactement, c'est ça. Puis, ça, c'est une chose là, dont Rousseau ne parle pas du tout. En bonne partie, le fondement, bon, en tout cas à ma connaissance de la psychologie humaine, le fondement du mal, c'est la peur. Parce que la personne, le besoin d'amour peut t'amener à faire des ignominies.
tu confonds l'amour avec l'amour d'une personne. Hein? Parce que pour avoir l'amour de cette personne-là, tu vas être prêt à faire n'importe quoi par peur de perdre cet amour-là. Il n'est plus question d'amour, là. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. La paranoïa. Ça peut être la paranoïa, mais pas nécessairement. Là. Ça peut être l'enfant qui, pour ne pas perdre l'amour d'un de ses parents, va se renier comme personne. Hein? Effectivement. Bien, c'est sûr que le projet de Rousseau reste vraiment théorique. C'est sûr que c'est des choses qui ont moins eu la chance d'être mis en pratique. Rousseau a vécu vraiment comme un ermite. Hein, fait que c'est pas quelqu'un qui a pu tester ses théories dans la société. Il les a plus ou moins confrontés avec les autres parce que il se pognait avec tout le monde. Fait que personne n'était capable d'être avec lui. C'est pour ça que ça reste encore aujourd'hui très théorique. Mais il y a beaucoup de pédagogues qui essaient d'orienter, de s'inspirer de ces théories-là de rousseauisme pour essayer de changer les choses. D'essayer d'y aller plus par l'éducation que, par exemple, quand Nancy donnait l'image de l'intimidateur dans les écoles, Mary Gordon, avec son programme, essaie de dire, bon, ben là, il faut changer notre vision des choses. Il ne faut plus aller avec une vision punitive, il faut aller avec une vision éducative, parce que quand on punit la personne qui commet une faute, elle ne sait pas pourquoi, elle n'apprend pas de ses erreurs. Elle est punie et ça finit là. Il n'y a personne qui lui explique pourquoi elle a mal fait, qu'est-ce qu'elle devrait faire. Donc, Rousseau aurait voulu être aimé. Je pense que oui. Dernière intervention. Je voudrais juste ajouter sur l'effet de l'intimidation dont on constate. C'est un effet de groupe dans le sens que c'est la désignation d'un bouc émissaire. Lorsqu'il y a quelqu'un qui est intimidé, à partir du moment où il est ciblé comme intimidé par le groupe, tous les gens à l'intérieur du groupe en question, je dirais, sont comme protégés parce qu'ils ne seront plus attaqués par le groupe. Non, le groupe s'entend pour attaquer la victime désignée. Il y a un effet de protection pour chacun à l'intérieur du groupe, parce que là, il y a une victime qui est nommée. Puis cette victime-là, c'est elle qu'on attaque, c'est elle qu'on intimide. Chacun y va par les appareils de médias sociaux. Chacun y va de son petit commentaire acide, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ces phénomènes-là, Rousseau, lorsqu'il nous parle d'Émile qui est tout seul et tout ça, c'est sûr que Rousseau ne peut pas adresser ce genre de phénomène-là, de bouc émissaire qui est désigné par un groupe, et ainsi de suite. Ces problèmes-là, ce sont des problèmes sociaux, de vie en société. Puis, ça n'empêche pas que Rousseau peut très bien avoir raison. C'est que lorsqu'on regarde ça, très franchement, pour l'homme normal qui fait preuve d'empathie, qui a une sensibilité profonde, peut trouver ça très triste. Mais même si là, peut-être participer ou vu ou constater sans réagir des choses comme ça, de l'intimidation, et ainsi de suite, peut très bien réfléchir par la tête de dire bon, ben, c'est triste, il faut faire quelque chose contre ça. C'est ce qu'on constate actuellement. Actuellement, l'intimidation, c'est un sujet de l'ordre, dans le fond. On constate que ça existe. On l'a vu nous autres à Trois-Rivières avec le phénomène de Star Wars Kids,
qui est un jeune séminariste de Trois-Rivières, qui a subi ça, je dirais, de façon presque... Et qui est maintenant avocat. Qui est maintenant avocat, qui vit aux États-Unis et dont le vidéo a été downloadé 1 milliard de fois. C'est phénoménal, là. Ça a fait le tour des États-Unis, puis après ça, ça a traversé l'Amérique, son histoire. Mais ça a toujours existé de l'intimidation. Moi, je me rappelle pas, quand j'étais jeune, une fin de soirée sans qu'il y ait une bagarre. Alors, Geneviève, le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu m'écouter ce soir. Puis, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Merci. Merci.